Bonjour, je suis Laura. Bienvenue dans cet épisode 2 de Décrypte de Psy de la série En Thérapie. Alors, vos premières impressions à chaud, vous sentez quoi? À quel propos? À propos de moi. C'est votre travail, non? Vous devez sentir des choses sur les gens. Ma manière de m'habiller, mon regard, mes gestes, mon attitude, des trucs comme ça, non? Non, je vous dis ça parce que j'ai un ami qui a téléphoné à une voyante, juste téléphoné, et rien qu'avec son nom et sa voix, la bonne femme a su qu'il avait 2 sœurs. Elle a même commencé à lui parler de ses soucis au boulot, avec sa copine et tout. Dès le début de cet épisode, il y a déjà des choses intéressantes à dire. Là, Adèle interpelle le psychanalyste en lui disant « Alors, dites-moi ce qu'il en est, que voyez-vous de moi ?» C'est une idée assez répandue selon laquelle les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, tout ce qui commence par psy, auraient une capacité un petit peu hors norme à voir des choses qui ne sont pas accessibles de tout à chacun. C'est plus ou moins vrai en réalité. L'idée, c'est de se dire que bien évidemment, notre métier, c'est d'entendre ce que vous ne vous entendez pas dire vous, d'entendre ce que peut-être, pareil, un collègue, un ami à qui vous vous confiez n'entend pas dans vos paroles. Donc bien évidemment, nous avons un autre regard, une autre écoute à ce que vous dites. Pour autant, nous ne sommes pas des surhommes, on ne découvre pas des choses, on n'entend pas des choses que vous ne dites pas non plus. Donc, arriver comme ça en disant tout de suite voilà, que pouvez-vous dire de moi? Mais finalement, ce qu'on peut dire, c'est que dit ce comportement-là? Interpeller sur pourquoi Adèle a l'idée que le psychanalyste saurait déjà des choses. C'est ça qu'on peut interpréter, mais en soi, sur la personne, on ne sait pas. Donc ce qu'on peut déjà en dire, c'est que finalement, cette idée selon laquelle le psychologue saurait déjà des choses, avant même qu'on dise, à la fois ça fait peur et à la fois ça rassure. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie de révéler. Ce psychologue, après tout, on ne le connaît pas, donc on a besoin de lui faire confiance. Et on ne veut pas qu'il sache avant qu'on décide de lui dire. Donc ça fait un peu peur. Et encore une fois, c'est pas vraiment vrai. Mais pourquoi ça rassure? Parce que finalement, ça déresponsabilise. C'est-à-dire que, comme j'ai insisté dans le premier épisode, le travail de la thérapie, c'est vraiment un travail collaboratif. Le patient se met au travail au même titre que le psychologue est en train, lui, de faire son travail. Ce travail collaboratif, il ne dédouane donc pas le patient de sa responsabilité. Partir du principe que le psychologue saurait sans qu'on ait rien besoin de dire, finalement, est-ce que c'est pas un peu confortable? On ne se responsabilise pas, on ne fait pas l'effort de se mettre au travail et d'en dire quelque chose. On laisse l'autre deviner ou croire qu'il sait. Il y a un parallèle très intéressant avec les voyants qui est fait. Effectivement, l'idée, c'est que les voyants, on n'a pas forcément besoin de parler, au contraire, moins on en dit, plus on est surpris de tout ce panel qu'ils peuvent savoir sur nous. Ici, le but, c'est pas de dire est-ce qu'on croit à la voyance, est-ce qu'on n'y croit pas, ça n'a pas d'intérêt pour cette vidéo. L'idée, c'est simplement de se dire que quand on va voir un voyant, on n'est pas dans le même travail, on ne cherche pas la même chose que quand on va voir un psychologue. Sinon, c'est se tromper. Quand on va voir un voyant, on se déresponsabilise dans le sens où on attend de l'autre qu'il nous dise. Ce qui est finalement l'inverse de quand on va voir un psychologue, puisque c'est là le patient qui doit dire à l'autre. Donc ça, c'est la première différence. Et puis l'autre chose aussi qui est essentielle, c'est que finalement, la question de la voyance, c'est aussi la question du destin. Comme si quelque chose était déjà écrit. Donc finalement, est-ce qu'on peut y faire grand-chose? On nous apprend que telle ou telle chose va se produire. Est-ce qu'on peut avoir un impact là-dessus? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que dans le travail de la thérapie, c'est l'exact inverse. Le but, c'est que le patient puisse dire et qu'en disant, il reprenne le contrôle sur sa vie. Un contrôle positif. C'est-à-dire qu'il se rende compte de ce qui se passe, de ce qui est, qu'il ait une lecture plus large de tous les chemins qui sont disponibles et ainsi qu'il puisse choisir et adapter son comportement pour retrouver le contrôle de sa vie et de ses choix. Qu'est-ce que vous voyez de moi, là? D'abord, je n'ai pas de secret. Et ce n'est pas moi qui sais, c'est vous. Arrêtez vos conneries. J'ai enquêté sur vous. Apparemment, vous êtes une pointure. Comment ça, enquêter sur moi? C'est pas très compliqué. Déjà, rien qu'en tapant votre nom sur Internet, on en apprend beaucoup. Je suis sûr que tous vos patients le font. Alors là, pour le coup, Dayan dit la chose la plus essentielle pour comprendre ce qu'est le travail collaboratif dans une thérapie. Il dit « ce n'est pas moi qui sais, c'est vous ».
C'est pareil, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit mais si finalement je sais tout, en quoi j'ai besoin du psychologue? Mais parce que vous savez, mais sans vous rendre compte que vous savez. C'est pour ça que le psychologue, il est là pour vous faire entendre ce que vous dites. Il est là bien évidemment aussi avec un savoir théorique, c'est-à-dire qu'il va vous aiguiller en fonction des apports théoriques, des études qu'il a faites, etc. Mais ça, c'est un apport théorique. En soi, ce que vous venez mettre au travail, c'est votre histoire à vous. Et c'est en ça que vous êtes le seul à savoir. Comme je ne cesse donc de l'expliquer, pour qu'une thérapie puisse exister, il faut la présence et du patient et du psychologue. C'est donc un travail qu'on fait à deux. Alors, enquêter sur son psy, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Effectivement, aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, avec Internet, Doctolib, etc., nécessairement, on a tout de suite plein d'informations sur le psychologue. Il suffit de taper son nom, comme le dit très bien Adèle. Donc, bien sûr, on sait très bien que les patients vont avoir tendance à faire une recherche sur le psychologue. Et en même temps, n'est-ce pas légitime ? Ils vont quand même aller dévoiler certainement des choses qui sont difficiles, ou en tout cas qui sont problématiques pour eux. N'est-il pas légitime donc qu'ils sachent à qui ils ont affaire, au moins un petit peu ? Là, l'idée, c'est que pour Adèle, ça prend un petit peu des proportions importantes. Et là, on peut entrer dans la question du transfert. C'est-à-dire qu'il projette sur le psychologue quelque chose qui parle de lui. Notamment sa crainte, peut-être sa crainte d'être dupé, d'être trahi, quelque chose donc qu'il a appris dans son expérience subjective et qu'il transpose sur l'autre sans même le connaître. C'est ce qu'on appelle donc le transfert. Si vous avez regardé le premier épisode, on avait parlé du transfert négatif, du transfert positif, du transfert d'amour. Et bien justement là, on entend que ce transfert, pour l'instant, il démarre tout juste puisqu'il se rencontre à peine, mais il existe déjà. Et là, l'idée, c'est que le psychologue ne se laisse pas prendre à ça et puisse diriger un petit peu le transfert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, là, Adèle, il vient avec plein de peurs, plein de craintes. Le travail du psychologue, c'est d'aider dans ce transfert à entendre ce qui se dit dans le discours d'Adèle, c'est-à-dire toutes ses craintes, tout ce qu'il a mis en œuvre comme action pour pallier à son angoisse, par exemple faire une enquête, et comment est-ce que le psychologue peut s'en servir pour que le transfert devienne positif, et certainement pas pour que le transfert devienne négatif, auquel cas, les peurs d'Adèle prendraient énormément de place, se transposeraient sur le psychologue et aucune thérapie ne serait possible. Écoutez, avant de poursuivre cet entretien, il faut que je vous demande quelque chose. Est-ce que vous êtes armé ? Dayan se retrouve donc confronté là, pendant l'entretien, à l'insécurité massive d'Adèle. Il essaie donc de reposer un petit peu le cadre. Il lui pose donc une question. Il lui dit « Venez-vous armé ?» On peut l'entendre de manière littérale ou de manière figurée. Manifestement, effectivement, il pourrait venir vraiment avec une arme, puisque finalement ça fait partie de son métier. Mais ce qu'on entend aussi, c'est qu'en venant avec toutes ses craintes, il vient armé aussi. Il ne laisse pas la possibilité de se mettre au travail, puisque c'est Adèle qui pose les questions. Il n'en dit rien, il veut que l'autre en dise quelque chose de lui. Donc il vient armé. Dayan, par cette phrase, cette petite phrase, il essaye d'entamer ça, c'est-à-dire de venir pointer ce qui se passe tout en reposant le cadre. L'idée pour le psychologue d'en dire quelque chose, mais simplement par une petite phrase qui a priori ne semble pas être une interprétation, c'est-à-dire qu'il ne vient pas pointer directement quelque chose, c'est sous-entendu, c'est sous-jacent, c'est à la libre interprétation d'Adèle. En venant dire ça, il essaye de rendre le cadre sécurisé pour que justement Adèle puisse se confier, et dans les minutes qui suivent, on entend que c'est finalement ce qui se passe. Adèle arrive à en dire un peu plus de pourquoi il vient en consultation. Vous étiez parmi ceux qui sont rentrés au Bataclan vendredi ? J'y étais, ouais. C'est pour ça que vous êtes ici ? Non. Enfin, c'est un peu lié quand même. Qu'est-ce qui vous est arrivé là-dedans ? Attendez, commencez pas à tirer des conclusions hâtives. Si je vous raconte, c'est juste pour que vous compreniez la suite et ce qui m'amène vraiment. À partir du moment où Adèle accepte justement de baisser un petit peu les armes, de dire « je vais vous dire pourquoi je viens », il se protège quand même en disant « attention, ne tirez pas de conclusions hâtives ».
C'est intéressant parce que là, dans cette phrase-là, on voit tout le paradoxe de l'être humain. Le paradoxe de l'être humain, c'est le fait de dire quelque chose et puis son contraire sans s'en rendre compte. En effet, Adèle, depuis tout à l'heure, demande au psychologue justement d'avoir des interprétations hâtives, c'est-à-dire de lui dire qui il est, de dire ce qu'il voit, de deviner son métier, etc. Et là, il lui dit justement l'exact inverse. Pourquoi est-ce que ça arrive à ce moment-là ? Simplement parce qu'enfin, Adèle va se mettre au travail. Enfin, il va en dire quelque chose de lui. Et là, le danger, c'est justement qu'il y ait des interprétations hâtives. Donc, il met le psychologue en garde. Ce paradoxe de l'être humain, on est tous pris dedans sans s'en rendre compte. Mais continuellement, on est pris dedans. Ça enclenche un autre mécanisme qu'on appelle la dissonance cognitive. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur la dissonance cognitive. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que je peux déjà vous en dire de la dissonance cognitive, c'est que c'est une pensée et un comportement qui ont du mal à cohabiter, et que pour cela, le cerveau, il met en place une troisième pensée. Je vous donne un exemple concret. La dissonance cognitive dans le fait de fumer. On sait que c'est mauvais pour la santé, que ça coûte de l'argent, etc. Plein de choses qui, si on suivait simplement cette pensée, feraient qu'on ne fume pas. Et puis il y a quand même des personnes qui fument. Donc le comportement, c'est fumer. Finalement, le cerveau, il déteste ça, puisque ça génère une incompréhension, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien entre les deux. Pour ne pas avoir à changer ni sa pensée, ni son comportement, il rajoute quelque chose au milieu. Ce quelque chose, ça peut être une autre pensée qui dit par exemple « Oh, faut bien mourir de quelque chose » ou alors « Oh, j'ai les moyens de me payer mes cigarettes », etc. La dissonance cognitive, c'est ça. Vous avez entendu d'autres témoignages? Excusez-moi, ça n'a rien à voir, ça m'a juste fait penser à quelqu'un d'autre. Mais non, rien, continuez, je vous écoute. Il me semble que je ne pouvais pas continuer cette vidéo sans m'arrêter sur ce moment-là précis où Dayan part dans ses pensées, Adèle le ressent, Dayan le nomme et ensuite ils reprennent la séance. Honnêtement, je ne sais pas tellement quoi en dire, c'est-à-dire que ça vient questionner le fait que le psychologue ne soit pas infaillible. Effectivement, nous sommes des êtres humains, nous sommes traversés par des pensées, etc. Donc pour le coup, cette série met aussi ça en image. Pour autant, ça me questionne, c'est-à-dire que nous sommes aussi formés pour être à l'écoute, pour être à notre juste place. En général, moi en tout cas dans mon travail, si une pensée me traverse, j'ai appris à ce qu'elle me traverse simplement, mais à ce qu'elle n'accapare pas mon attention. Là, ce qu'on voit, c'est quand même que Dayan donne le temps à cette pensée d'exister. On peut donc se questionner, effectivement, sur la juste place du psychologue à ce moment-là. Freud, déjà à l'époque, parlait d'une forme de demi-écoute, c'est-à-dire l'idée qu'on ne soit pas obligé justement de tout écouter du patient. Alors attention, on peut questionner tout ça. Je vous dis simplement l'apport théorique que j'ai par rapport à ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est que finalement, au contraire, ne pas tout écouter, ne pas s'arrêter sur les détails, c'est aussi permettre d'entendre d'autres choses que si finalement toute l'attention était portée sur ce qui est véritablement dit. Dayan étant un psychanalyste, psychiatre mais psychanalyste, l'idée c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'il laisse sa pensée le traverser, il accepte de ne pas être complètement à l'écoute d'Adèle. Nous, on s'est mis en place. On a sorti le bouclier, vous savez, le truc en Kevlar dont tout le monde parle, là, celui qui a pris 22 impacts. On s'est disposé en colonne et on est rentré. Et vous aussi, vous êtes un héros. Non, nous, c'est notre job. On intervient. On est formé pour ça, on est entraîné pour ça, on est payé pour ça. Bien sûr, votre conscience est elle-même tout à votre honneur. Mais il n'empêche, aussi entraîné qu'on soit, on rentre pas tous les jours dans une salle jonchée de cadavres où des fanatiques vous attendent. C'est un événement qui laisse des traces. Alors qu'Adèle a commencé à raconter son récit, finalement, il est vraiment très factuel, c'est-à-dire qu'il détaille assez précisément ce qu'il a vécu, mais sans en dire quelque chose de lui. Il ne se met donc qu'à moitié au travail. Il dit quelque chose, mais de manière consciente, il ne dit rien d'émotionnel. Donc Dayan va essayer là aussi de venir couper un petit peu ce qui s'organise dans ce discours pour essayer d'amener à autre chose. Il va donc utiliser des mots qui sont assez forts. Il va dire « vous êtes donc un héros ». Il va dire « ça laisse des traces ».
Finalement, tout ça, on comprend bien pourquoi Dayan le fait, mais en même temps, ça se questionne. C'est-à-dire que potentiellement, là, on l'a dit, Adel, il arrive armé, il a plein de craintes, et notamment la crainte de perdre le contrôle, de ne pas réussir à respecter le protocole, que certaines choses l'encombrent trop. Potentiellement, il peut aussi être dans un état de sidération, c'est-à-dire que ce qu'il a vécu est tellement difficile, le cerveau ne veut rien savoir, et donc il coupe. C'est un petit peu comme un disjoncteur. Et donc le fait que Dayan vienne nommer ça, des mots assez forts, connotés vraiment émotionnellement, finalement, ça peut soit venir ouvrir un petit peu le dialogue sur une part émotionnelle, soit, s'il y a un état de sidération, venir culpabiliser le patient. C'est-à-dire que le patient en état de sidération va se dire « mais pourquoi est-ce que je ressens pas ça ? Pourquoi est-ce que finalement, non, ça me paraît pas si fou que ça, ce que j'ai vécu, pourquoi est-ce que je suis pas plus mal que ça, etc. » Donc quelque part, amener le patient vers une charge plus émotionnelle et à se mettre au travail, évidemment il y en a besoin, mais de manière aussi massive de la part de Dayan, on peut le questionner. On est solide. Parce que nous, si on se laissait gagner par l'émotion, ben ça finirait très mal. Pour nous et pour vous, qui êtes sous notre protection. Vous comprenez ce que je vous dis ? Le protocole vous protège, il vous aide à mettre les émotions à distance, mais il les annule pas. Et il ne vous annule pas non plus individuellement. Vous parlez du groupe, vous dites « nous », mais ce que vous avez vécu lors de l'intervention au Bataclan, vous êtes le seul à l'avoir vécu comme ça. Et chacun de vos camarades l'a vécu à sa manière. Et donc là, c'est très intéressant parce que justement, Adel nomme complètement que s'il se laisse gagner par l'émotion, ça le met en danger. Donc finalement, l'idée, c'est de remettre ça à sa juste place. Bien sûr que peut-être que lors d'une opération, ça peut le mettre en danger, mais là, il est dans un cadre sécurisé. Et donc, il peut laisser cette émotion monter et ça va bien se passer. Mais ça, justement, il a tout à apprendre. Dayan, à ce moment-là, fait une remarque très fine. Il dit « le protocole vous protège ». C'est exactement ça. Finalement, au départ, quand Adel est arrivé, il a demandé au psychologue de révéler le secret, de dire quel était le protocole, parce que justement, il est habitué à laisser les émotions de côté, utiliser un protocole qui le sécurise, qui va jusqu'à le sécuriser dans le réel, au niveau de sa vie. L'idée, c'est donc qu'Adel passe d'un protocole qui le protège dans le réel, lors de ses opérations, et d'une responsabilité sociale, c'est-à-dire quand il dit « moi je fais tout ça, et c'est parce que justement on a ce protocole-là, qu'on ne se laisse pas gagner par nos émotions, que vous pouvez rester bien tranquille ». Donc il faut qu'il passe de ce protocole qui le protège et de cette responsabilité sociale à un protocole qui le sécurise toujours mais qui laisse les émotions exister, à une responsabilité individuelle, c'est-à-dire de se mettre au travail. Ça me fait penser, c'est marrant, c'est exactement comme mon père au moment de la mort de ma mère. Lui qui en foutait pas une à la maison, ce con, tout d'un coup, il s'arrêtait jamais. Pendant 1 an, il a pas arrêté. Je me disais, putain, est-ce qu'il va craquer à la fin ? Quand j'allais voir, je lui demandais, et il me disait, attends Adel, j'ai même pas 1 minute à moi, ta mère a laissé un de ces bordels. Foiré. Ma mère a passé son temps à ramasser derrière lui. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ça m'a bien énervé. Il n'avait jamais ramassé une chaussette, lui. C'est intéressant tout de même ce lien que vous faites entre votre réaction aux événements récents et celle de votre père à la suite de la mort de votre mère. Bien qu'Adel ait beaucoup de résistance, il laisse apparaître un élément de subjectivité important. Il fait un lien entre cet élément au Bataclan et la réaction de son père à la mort de la mère. C'est-à-dire que finalement, il dit qu'il était très énervé contre son père, qu'il s'agitait dans tous les sens, alors même qu'avant il ne faisait rien. Ce qu'on peut entendre nous, ou en tout cas émettre comme hypothèse de la place du psychologue, c'est que ce père, plutôt que de finalement accepter d'accueillir ses émotions, même si c'est très difficile, bien sûr, il a mis en place plutôt des mécanismes défensifs, c'est-à-dire d'être dans une activité intense pour ne pas avoir à penser, ou en tout cas pour pallier un petit peu à cette angoisse massive. Finalement, Dayan interpelle nécessairement Adel sur ce mécanisme-là, puisqu'on entend que Adel fait plutôt la même chose. Et donc Adel résiste. Cette interprétation est trop difficile à entendre pour lui, pour l'heure.
Ce qui est intéressant dans ce que vient poser Adèle, c'est qu'on se rend compte que parce que son père a agi de telle ou telle manière, potentiellement, il reproduit ce comportement-là. Il a été appris finalement. Quand un événement très grave arrive, on n'accueille pas ses émotions, on s'en défend, notamment en passant à l'action. L'idée, c'est aussi de se dire qu'à ce moment-là, quand Adèle a perdu sa maman, il était enfant. Et finalement, personne n'a été là pour accueillir sa vérité subjective à lui non plus. Son père était trop pris dans ce qui se passait pour lui, dans ses mécanismes défensifs. Et potentiellement, Adèle n'a pu se reposer sur personne. Donc il n'a pas non plus appris à accueillir ses émotions. Il a appris à faire avec, à bricoler, à trouver comment s'en défendre. Vous voulez dire vous avez trébuché? Vous avez perdu connaissance? C'est une drôle d'expression, vous trouvez pas? Perdre connaissance. Ça me fait penser à mon père. Il raisonne toujours en termes de profit et de perte. Vous êtes comme ça, vous aussi? Probablement par moment. Là encore, Adèle accepte de livrer un élément de vérité subjective, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se fait par rapport à un mot dont ils sont en train de parler, le fait de perdre connaissance. Il y a un lien qui se fait à son père, et donc il le délivre. Donc là, c'est intéressant parce que Adèle est vraiment mise au travail. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait qu'ils viennent interpeller le psychologue en disant « Vous aussi, vous êtes comme ça ?» Là, on entend bien la question du transfert. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le transfert, c'est transposer quelque chose à l'endroit du psychologue. Et bien là, finalement, les affects qu'a Adèle envers son père, il vient un petit peu les transposer sur le psychologue. Alors finalement, qu'est-ce que ça permet de faire ça, de transposer l'image de quelqu'un d'autre sur le psychologue? Eh bien, ça permet de mettre au travail certaines questions. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le pouvoir avec la thérapie de revenir dans le passé, de changer les autres personnes. Par contre, on a le pouvoir de changer sa lecture. Et donc, en transposant cette image, on va revivre certains affects, revivre certaines choses, et sauf que le psychologue, lui, a toute la liberté pour réagir de la manière dont il souhaite. Et donc, pour venir réparer, venir mettre en exergue, venir conscientiser tout un tas de choses qui n'appartenaient pas à la lecture première du patient. Et c'est aussi ça le cadre sécurisé. C'est-à-dire que plutôt que d'aller se confronter à son père directement, là en l'occurrence si c'était possible pour Adèle, plutôt que d'aller en tout cas pour le patient se confronter à la personne en question, avec qui le lien peut être difficile, eh bien il peut le faire dans ce cadre sécurisé, avec le psychologue. Il m'a fait promettre de venir. Moi, je tiens mes promesses. Et donc, il vous a communiqué mes coordonnées, c'était quand exactement? Hier, je vous ai dit. Et vous m'avez appelé dès ce matin pour venir? Bah ouais. J'ai promis à Fabien, je vous ai dit. Vous cherchez quoi, là? Là, on a une question très intéressante. On dit souvent, pour que la thérapie, ça fonctionne, il faut que le patient ait envie de venir, qu'il ait envie de se mettre au travail. Alors finalement, ces patients qui promettent à leurs conjoints, à leurs amis, à leurs parents de suivre une thérapie, est-ce qu'on les accueille? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? C'est une question vraiment intéressante. Moi, dans mon cas, je ne ferme pas la porte. Je ne ferme la porte à personne en réalité. L'idée, c'est de se dire que engager une thérapie, c'est coûteux, c'est difficile, ça fait peur, etc. Ce qui est important, peu importe la motivation, c'est que le patient vienne au départ. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être que c'est plus facile de venir en ayant promis à quelqu'un qu'on allait le faire. Ça nous permet encore une fois de nous déresponsabiliser. Et à quoi ça sert de se déresponsabiliser? Et bien justement, à éviter de se mettre en danger. Parce que finalement, si la thérapie, ça ne marche pas, en tout cas c'est l'idée que peuvent avoir certains patients, ça ne va pas marcher. Donc si ça ne marche pas, si jamais on s'y investit vraiment, eh ben, on peut être très déçu. Déçu de soi, déçu de l'autre, etc. Ça peut nous mettre en difficulté. Alors que si finalement la thérapie, on ne s'y engage pas vraiment parce qu'on est simplement là sous prétexte qu'on a tenu une promesse, le danger paraît moins grand. Je reçois, moi en l'occurrence, des patients qui parfois viennent parce que ils ont promis à quelqu'un, ou même des personnes que je reçois en thérapie de couple, et il y en a un qui a invité l'autre à venir et l'autre est venu pour faire plaisir, etc. Et parfois, on se retrouve avec des patients qui investissent complètement la relation thérapeutique, qui sont ravis, qui, une fois qu'ils ont passé les barrières de la peur, arrivent à s'investir complètement. Donc je crois qu'il faut vraiment laisser une chance à ces patients-là de venir expérimenter, même si c'est armé de tout un tas de stratégies
qui au départ les déresponsabilisent ou en tout cas mettent à distance leur peur. Le fait de dire déresponsabilise, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes qui nous protègent. Et quand c'est possible, on peut abaisser ces mécanismes-là. Ce qui est aussi très important de relever, c'est le délai avec lequel finalement Adèle prend rendez-vous. C'est-à-dire que bien sûr, il y a cette promesse, mais il aurait pu procrastiner un petit peu, il aurait pu prendre rendez-vous 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, ou même 2 mois, pourquoi pas. Là, il prend rendez-vous dans les 24 heures. Peut-être que ça en dit déjà quelque chose finalement de son désir inconscient de venir parler, de venir se mettre au travail. C'est pour ça que, encore une fois, je crois qu'il faut vraiment laisser la place et le temps au patient de venir dans ce lieu sécurisé et de se rendre compte qu'il l'est. Il y a des choses qu'on se cache à soi-même, mais ce qui est étrange, c'est qu'on les cache dans nos propres paroles, dans nos gestes, pour qu'elles soient à la fois dissimulées et exposées. Nous, les psychanalystes, ce que nous vous aidons à faire, c'est à repérer et à explorer ces choses qui se cachent sous vos yeux. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, il faudrait que ça soit ça. C'est à peu près tout ce que je vous dis tout le temps, c'est-à-dire que c'est un travail collaboratif et on a besoin l'un de l'autre. Le patient a besoin du le psychologue a besoin du patient pour se mettre au travail. Là, c'est exactement ce que dit Dayan. C'est-à-dire que finalement, le psychologue, il est là simplement pour mettre en évidence des choses que le patient sait déjà, mais qu'il ne s'entend pas dire, qu'il ne sait pas savoir. L'idée, c'est donc de démystifier les pouvoirs présumés qu'on donne au psy, et plutôt de se dire que c'est bien le patient qui sait, et on l'aide juste à s'entendre parler. Donc bien évidemment, le travail de la thérapie, c'est pas pour rien qu'on l'appelle travail, c'est parce que ça demande des efforts, c'est coûteux, parfois c'est difficile émotionnellement, mais sur le long terme, ça fait du bien. Ça nous permet encore une fois de retrouver ce contrôle positif sur notre vie, d'avoir un champ plus clair de lecture. D'abord, je dois vous dire que je trouve votre démarche extrêmement sensée et extrêmement courageuse. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas vous alarmer, on va trouver un protocole d'action. Vous êtes sûr? Je peux pas être sûr, c'est un travail qu'on va faire ensemble. Mais je pense que vous êtes tout à fait en mesure d'y arriver. La première chose déjà, concernant la série à proprement parler, c'est le fait que Dayan utilise le mot protocole. C'est pas un mot choisi au hasard, on a pu déjà le décrypter un petit peu au cours de cette vidéo. Donc il lui dit, on va trouver un protocole. Ce qui est intéressant, c'est simplement de se dire que dans d'autres types de thérapies, il existe déjà des protocoles. Dans la psychanalyse, le protocole, il est à créer. Tout est sur mesure, en fonction justement de la vérité subjective du patient. 2 patients peuvent venir nous rencontrer pour, a priori, 2 mêmes problèmes. On va dire par exemple un problème de claustrophobie. Ces 2 personnes viennent, on ne va pas du tout utiliser le même protocole. On crée sur mesure, non pas en fonction du symptôme à proprement parler, qui serait la claustrophobie, mais en fonction de tout ce qui compose la personne. On a d'autres formes de thérapie, on va dire le MDR, les TCC par exemple, qui elles fonctionnent différemment. Il y a déjà des protocoles qui sont écrits. On peut venir les modifier un petit peu en fonction de la subjectivité, ou pas d'ailleurs, mais l'idée c'est ça. Dans la psychanalyse, on invente complètement la thérapie de manière sur mesure. Dans mon cas, à mon cabinet, j'utilise plutôt une thérapie dite intégrative. C'est-à-dire que finalement, en fonction de la vérité subjective du patient, je vais utiliser des méthodes qui vont piocher un petit peu partout dans divers courants théoriques. On va trouver un traitement médicamenteux pour vous aider à traverser cette phase, mais c'est pas l'essentiel. Il y a un malentendu là. Je fais pas ça, moi. Ça, Je vais pas vous raconter des trucs, vous laisser m'expliquer mon père, ma mère, la petite enfance, tout le tralala là. En général, quand on va voir un psychologue, c'est qu'on a un symptôme. Peu importe lequel, ça peut être des difficultés relationnelles, la peur, une phobie, de l'anxiété, etc. Peu importe le symptôme, quand on va voir un psychologue, en général, consciemment, c'est qu'on a envie que ça s'arrête. On a envie de se débarrasser de ce symptôme. Donc il y a une urgence, toujours un petit peu, du côté du patient, à venir s'en débarrasser. C'est complètement compréhensible, puisque, a priori, c'est quand même quelque chose qui l'encombre. L'idée, c'est de se dire que ce symptôme-là, il n'est pas là pour rien. Il est créé par vous-même. C'est par exemple, si vous avez tous les jours mal au ventre quand vous allez au travail,
que vous avez bien entendu fait des examens médicaux qui ne trouvent rien et que l'origine est par exemple du côté de l'anxiété, c'est donc bien votre tête, entre guillemets, qui crée ce symptôme dans votre corps. Pourquoi est-ce que vous vous infligez ça finalement ? L'idée, c'est de se dire, et attention, je vais vous dire quelque chose qui est contre-intuitif, c'est d'être en gratitude de ce symptôme. Ce symptôme dont on a tant envie de se débarrasser, eh bien en fait, essayons d'abord d'être en gratitude. À un moment donné, le symptôme, on l'a mis en place, inconsciemment bien sûr, mais pour nous aider. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin, et du coup, il nous encombre, et donc il faut déconstruire ce mécanisme mis en place et mettre à la place quelque chose d'autre qui soit, cette fois-ci pas encombrant, mais de nouveau aidant ou neutre. Je pense par exemple à un autre symptôme. J'ai des patients qui viennent me voir pour une timidité par exemple, parce qu'ils n'arrivent pas à dévoiler leurs sentiments, à avoir des conversations avec d'autres personnes. Certainement qu'à un moment donné, ça vous a servi. Peut-être pour éviter le rejet, par exemple, parce que vous aviez très peur du rejet. Et donc vous vous êtes dit, si je suis timide et que je ne m'investis pas trop dans les relations, peut-être que finalement je vais éviter le rejet. Donc même si cette solution-là, elle n'est pas viable à long terme, soyez en gratitude de ce petit mécanisme que vous avez trouvé à un moment donné pour éviter d'avoir à vous confronter à quelque chose qui était terrible pour vous, à savoir le rejet. Donc ce qu'il faut entendre, c'est que oui, ce symptôme, on va vous aider à le déconstruire pour mettre autre chose à la place qui soit beaucoup plus pertinent avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que du coup, il faudra d'abord travailler sur cette question du rejet, dans l'exemple que je vous donne, pour pouvoir se détacher de ce symptôme et créer autre chose. Mais l'idée c'est ça, comprenez bien que ce symptôme vient dire quelque chose, c'est votre inconscient qui vous pousse à comprendre quelque chose de vous pour que les choses changent. Ce mal de ventre avant d'aller au travail, il vient peut-être dire quelque chose de votre relation à votre travail. Et peut-être qu'il faut d'abord entendre ça pour que le symptôme puisse disparaître. En plus, je vous paye de ma poche, il paraît que c'est pas donné, non ? Donc moi, je veux du résultat. C'est ça mon protocole. Bah, effectivement, on n'a pas du tout parlé de cette question de l'argent. Vous savez, tout le monde ne paye pas pareil chez moi. Il faut que ça vous coûte, pas à moi. Pourquoi ? Pour que ça reste mon job, justement, comme vous dites. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les théories psychanalytiques, peut-être que ça vous a un petit peu marqué le fait que chacun paye un petit peu un montant différent, que ce soit pas parlé nécessairement avant la séance, etc. Je peux vous expliquer ça puisque ça fait partie du courant psychanalytique. L'idée, c'est de se dire que le patient doit s'endetter, alors pas outre mesure bien entendu, mais il doit payer et ça doit lui coûter. C'est un des principes, en tout cas sur lesquels se base la théorie psychanalytique. C'est-à-dire que sans cela, si la consultation était gratuite, ça ne fonctionnerait pas aussi bien parce que le patient ne s'y investirait pas autant. Encore une fois, c'est discutable, mais c'est le parti pris de ce courant théorique. Ce montant-là, ça ne peut pas être un montant qui soit le même pour tout le monde. Si vous recevez une personne qui, par exemple, a très peu de moyens, peut-être que 40 €, c'est énorme pour cette personne. Alors que si on reçoit une personne qui gagne très bien sa vie, 40 €, ça lui coûte peut-être pas tant que ça. C'est pour ça que le montant est à définir entre le psychanalyste et le patient. L'idée, c'est que ça lui coûte un petit peu, mais pas non plus complètement. Pour autant, si vous cherchez ou si vous avez déjà eu à consulter un psychologue, vous allez vous rendre compte que dans la majeure partie des cas, alors déjà tous les psychologues ne sont pas psychanalystes, on a déjà parlé de ça la dernière fois, mais en tout cas, si vous prenez rendez-vous pour une thérapie, vous allez vous rendre compte que dans la majeure partie des cas, le prix est fixe. Comme le dit Dayan, l'idée c'est qu'effectivement ça coûte au patient, mais pas au thérapeute. C'est compliqué d'avoir des prix qui varient parce que la réalité de la vie en cabinet, c'est aussi qu'on a des charges et donc c'est plus facile de se dire il faut tant de patients pour rentrer dans nos charges que d'y aller un petit peu au fur et à mesure des différents patients qui viennent. Vous êtes venu chercher de l'aide, me l'a demandé, je pense que je peux vous l'apporter. C'est ma responsabilité désormais. La vôtre, c'est de trouver tous les moyens pour aller mieux. Sur la fin de cet épisode, Dayan fait bien la différence entre sa responsabilité à lui en tant que psychanalyste et la responsabilité d'Adèle en tant que patient.
La responsabilité du psychanalyste, c'est de faire son travail, c'est-à-dire d'aider le patient à s'exprimer, de lui faire des interprétations, etc. La responsabilité du patient, c'est de tout mettre en œuvre pour aller mieux. C'est quoi la différence? Encore une fois, l'un et l'autre collaborent ensemble. Mais pour autant, le psychanalyste ou le psychologue, lui, n'a pas le pouvoir de faire en sorte que le patient aille mieux. Il peut simplement l'aiguiller, lui montrer le chemin, lui montrer différents angles de lecture, mais pour autant, il appartient au patient de se mettre au travail de la thérapie pour avoir accès à toutes ces billes, à toutes ces cartes supplémentaires auxquelles lui permet d'accéder le thérapeute. Enfin, sur la fin de cet épisode, on voit le psychanalyste aller taper son nom sur un moteur de recherche. C'est intéressant parce que vraiment cette série, elle a la volonté de montrer que le thérapeute, en l'occurrence le psychanalyste, reste un être humain. Lui aussi, il a besoin de vérification, il a besoin de contrôle, il est pris dans ses mécanismes défensifs. Là, en l'occurrence, il a un petit peu besoin d'aller vérifier ce qu'on peut trouver sur lui. Pour autant, même si ça reste réaliste, bien entendu, le thérapeute reste un être humain, avec ses failles, avec ses compétences. L'idée, c'est aussi de bien dissocier la casquette qu'il peut porter en séance, et puis, lorsqu'il retire sa casquette, l'être humain qu'il est en dehors. Cette vidéo se termine ici. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur ma précédente vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira autant. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Décrypte de Psy.